Listen, if you can run a mile, run a race. You know what? Run a marathon. Outrun a movie star. If you can ride a bike, ride that thing. Ride a bull. Ride a tougher bull. Let's watch this. What kind of bull is that? If you can move your hips, if you can dance, move your legs, move your feet, move the ball. Is that PK? Score the goal. Yeah, that is PK. You like to fight? Well, pick on someone your own size. Pick on someone twice your size. Pick on him. That's not good. Oh, lesson learned. If you can play table tennis, serve like that. Beat the champ. Beat her mentor. Come on, you got this. Quiet, please. Beat Serena. Thank you. If you can beat your friend one-on-one, beat him. Steal it. Take it. Sorry, girls. Now, take your talents to the streets. Beat the street court legend. That's good. Beat that guy. Hold on. We've been waiting for this. That was nice. Good luck with that. Nous avons un historique Lean assez intéressant chez Nike. On a commencé en 98, évidemment, ça a commencé dans la fabrication et aujourd'hui, ils sont toujours très focalisés sur le Lean. On est passé aux fonctions de création de produits et c'est étendu aux fonctions globales. Je dois dire que Lean n'est pas un processus. Ce n'est pas Lean qui gère Nike. Ce n'est pas partout dans la société. Mais il y a des poches de Lean où ça marchait bien. Et une de ces poches qui était une grande réussite, c'était en 2009, lorsque le centre de logistique en Belgique a adopté Lean. C'était intéressant pour moi parce que j'ai commencé ma carrière à Lugdao en tant que directeur de cette usine il y a 10 ans plus tôt. Donc, pour en revenir à 2009 et de sentir ce qu'ils avaient fait avec Lean, c'était vraiment une source d'inspiration pour moi. On a tous besoin d'inspiration pour pouvoir conduire le changement dans une société. Il faut trouver cette inspiration. J'étais très heureux de pouvoir aller à Lugdal et de voir de mes propres yeux Lean en opération. Ce que j'ai ramené de cette expérience, c'est le concept de Nobaya. Le concept qui est en fait de pouvoir être debout dans une rue et de regarder une stratégie, regarder la performance et d'avoir une conversation avec un groupe de personnes sur à quel point ça marchait bien ce processus et où étaient les défis. Le défi que moi j'avais, c'est comment ramener ça dans une organisation de technologie. J'ai trouvé un livre, Lean IT, écrit par Steve, un co-auteur, et ça m'a inspiré aussi. Il doit y avoir un moyen de ramener ça dans ce qu'on fait. La deuxième partie du voyage maintenant. En 2009, et en fait, c'est un changement global qui s'est produit. Notre organisation informatique a changé leur nom. Ça devenait LBS, Lean Business Solutions. Ronald Pondakar était notre directeur informatique à l'époque. Il y en avait l'organisation Lean, Global Reporting par informatique. Et à ce moment, on a changé de nom et on voyait des choses qui bougeaient au niveau technologique. Et l'avantage que j'avais en tant que responsable d'Europe, Lean commençait à envoyer des rapports à moi. Donc, on avait une connaissance en interne de cette organisation au début du voyage Lean en Europe. En 2012, on a créé notre premier Obaya. Je vais rentrer plus dans le détail en quelques secondes. En 2013, nous avons étendu l'utilisation de l'Obaya et Lean au-delà du simple fonction de PMO à toutes les technologies en Europe. Je vais aussi entrer dans le détail là-dedans. Et où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, on prend cette réussite aujourd'hui pour l'étendre dans le modèle de l'engagement de l'entreprise. Et je vais vous en parler aussi plus avant.
Bill Bowerman was a lean thinker before the word lean was ever used to describe a better way of doing business. In his 24 years as the head track coach at the University of Oregon, his teams won 4 national titles and had 10 undefeated seasons. He did this because he understood that team success wasn't about individual superstars. It was about a collection of individuals, some great, some good, and some mediocre. It was about aligning those individuals to a common purpose and a common goal, and managing the complexities of individual performances on any given day. Well, in LBS Europe, we had some particularly sticky problems. So in 2010, we adopted lean strategy deployment as a way to get the team aligned and to get more of the members involved. As strategy deployment evolved, one team in particular, LBE Europe, realized that managing the complexity of projects, portfolio, transition management, and lean engagements was overwhelming. This is how they used the lean principles of visual management and team empowerment to create an Obeya to overcome those problems. Having the strategy up on the wall gives us much more clarity on what we have to do as a team and as an individual, and why we have to do it. Since we have the Obeya room and since we have our strategy wall, I've never been so clear what to focus on. If it's not on the A3, I'm not working on it. It is a fact that people gain 75% of what they know visually. So I can walk in the Obeya room and see right away what the other PMs are working on, what's coming our way next fiscal year, without any detailed, extensive meetings. For me, the Obeya space simplifies complexity and visualizes progress. Like Nike, Lean thrives on the fact that there is no finish line. We aspire to live up to the standards that Bill has set for us, to win every year and then to win again, to align our team to the critical goals needed to succeed. We have a long way to go. Clearly, this Obeya will continue to improve. Je ne sais pas si vous connaissez Bill Bowerman, c'était un des cofondateurs de Nike avec Phil Knight. La raison pour laquelle on voulait montrer ça, c'est que c'était une vidéo de promotion qu'on a fait après avoir mis en place le premier Obeya. Et vous voyez ici une image négative de ça, c'était le premier Obeya. C'était très focalisé sur une fonction dans l'organisation de technologie, Lean Business Enablement Function, qui faisait toute la gestion de portefeuille et de projets. Ça nous a pris 6 mois environ de passer en revue un processus où on pensait qu'on pouvait l'utiliser comme Obeya. L'une des choses d'importance qu'on a découvert lors de ce premier voyage avec l'Obeya, c'est qu'il y a un bon nombre de choses dont il faut focaliser l'attention. D'abord, la culture, notre culture. On a découvert que pour le faire, il fallait que ce soit une réussite d'une équipe. Ça ne pouvait pas être moi, en tant que leader, qui dit « voilà, vous devez faire telle chose ». Il fallait créer un environnement où on pouvait engager les gens, les rassembler, pour qu'eux, ils trouvent la force et la vision et la participation pour créer l'Obeya.
Ensuite, il fallait investir dans les gens. Il y avait un investissement dans la formation. Chaque salarié est passé dans différentes sortes de formations, différents niveaux de formation, mais chaque salarié avait été formé. J'ai parlé tout à l'heure du livre, mais on a également donné à tout le monde une copie du livre. On a mis dans un panier de pique-nique avec des boissons et de la bouffe et de rester chez eux pendant quelques jours pour les lire. On donne des livres et ça reste dans l'étagère et on le voit partout. Il y a plein de livres, ils y sont, mais personne n'a lu quoi que ce soit. Donc on a dit, prenez le temps et lire le bouquin. Vous avez de quoi manger. Et on avait un site où chacun devait revenir et résumer ce qu'ils ont appris dans le livre, ce qui nous a donné des idées pour aller au prochain niveau. Des outils, il y a beaucoup d'outils, je vous raconte la vérité. Je ne suis pas loin d'être un expert ligne, mais j'utilise, on a parlé d'A3, de processus A3, de cartographie, plein d'autres outils qu'on utilisait pour former les salariés, pour avancer dans le ligne et pour le faire rentrer dans l'organisation. Coaching. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir Irena ici, parce que j'avais Dave qui était dans la vidéo, mais certainement, il faut avoir un coach dans ce processus. Il faut avoir une personne qui est vraiment à vos côtés, qui a l'expertise pour vous aider à mettre en place le changement. Il faut garder à l'esprit que ce changement, c'est vraiment un travail de type incrémental. Personne n'a le temps de s'asseoir et d'investir dans le ligne. Ils sont déjà chargés à bloc. Donc on a découvert qu'avec un coach, ça a emmené l'expertise qu'il fallait pour avancer les choses, mais également elle a créé ses propres capacités. Beaucoup de choses qu'il fallait mettre au mur, elle aurait obtenu des gens et c'est elle qui les affichait. Et aussi, elle a gardé une certaine pression pour s'assurer qu'on investisse dans les gens et pour les engager. Donc sans coach, pas de réussite. C'est là où Irena vous raconterait mon rôle. Je me sens un peu bizarre de parler de mon propre rôle, mais je vais tenter le coup. Au début de la vidéo, je disais que j'étais inspiré, et cette inspiration pour moi, c'était très importante. J'en suis inspiré également maintenant. Si vous allez être le leader derrière le changement, un processus de changement majeur dans votre société, il faut être inspiré, il faut avoir une vision. Vous ne savez pas forcément comment vous y allez arriver, mais vous savez qu'il faut faire quelque chose et il faut aider l'entreprise à y arriver. Donc, ça faisait partie de mon rôle dans le processus. Et il y a beaucoup de détails, évidemment. Est-ce que vous avez les gens? Est-ce que vous avez investi dans le bon budget? Mais c'est le rôle qu'il fallait que je joue. Il fallait aussi dire que les problèmes sont bons. Et je vais vous en donner un exemple à la fin sur un problème qui était assez comique, mais en même temps qui a vraiment renvoyé un message aux gens que les problèmes c'est bon parce qu'on essaie de les trouver justement pour les résoudre. Et il fallait communiquer sur les valeurs. Il fallait s'assurer que ce qu'on faisait dans l'organisation Lean était au-delà et serait projeté au-delà. Donc partager la réussite. Mais pour ce faire, il faut comprendre nous-mêmes ce qu'on possède déjà. On est passé en revue, vous savez, ce n'est pas un événement, c'est une façon de regarder, c'est un regard. Il fallait beaucoup d'efforts pendant tout ce voyage, mais ce qui était le plus intéressant à un moment donné, c'est qu'une fois qu'on avait un certain nombre d'itérations de choses sur le mur, on pouvait reculer, regarder le mur et se dire, est-ce que c'est nous ça? Parce que tout était devant vos yeux. Et il fallait se poser la question aussi, est-ce que c'est ça qu'on veut être? Parce que si vous regardez les informations et comment vous projetez, ce n'était pas la manière qu'on voulait être, ce n'était pas comme ça qu'on voulait être exactement. Et les choses qu'on mettait sur le mur, et on pensait qu'on était fiers de ça, ce n'était même pas aligné avec la stratégie de la société. Je vous en donne un exemple. On avait un directeur de projet qui était complètement dédié à un projet
pour évaluer la politique de location de véhicules. Et le vice-président est venu me voir et dit, j'ai besoin d'un soutien de gestion de projet pour sortir le .com. Où est la priorité? Pas dans la location de véhicules. Et je suis sûr que vous allez trouver des problèmes, quel que soit Obaya. Si vous avez Obaya ou pas, vous allez avoir ces problèmes. Mais d'avoir ce genre d'entrée dans une pièce a tout changé pour nous, parce qu'on était également capable de communiquer cela aux différents intéressés dans l'entreprise. Ce qui nous a mené à partager les réussites. À un moment donné, les gens commençaient à venir nous voir parce qu'ils entendaient parler de ce truc qui s'appelle Obaya, de gestion visuelle. On essayait d'encourager les gens de venir, on avait des réunions dans la pièce, on utilisait les infos sur les murs. On a commencé à être une espèce de phénomène qui s'alimentait tout seul. Et le directeur, le PDG, est venu nous voir, il nous a dit, c'est tellement cool qu'il faut en faire une vidéo, et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo de promotion. Donc la question en était quoi? C'était qu'est-ce qui vient maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc maintenant, où nous en sommes aujourd'hui? Voici l'image de notre Obaya actuel. On ne voit que 2 des 4 murs. Désolé, je voulais garder ça simple. Je voulais vous expliquer ce que vous voyez. À gauche, vous avez le mur stratégique. On a pu prendre la géographie d'Europe de l'Est et du Centre. On a pris leur stratégie et on a aligné l'ensemble de notre travail avec leurs impératifs stratégiques. Et au milieu, vous avez un certain nombre de choses de notre business plan qu'il fallait des mesures et des équipes à 3 associées à l'ensemble de ces mesures. Des zones d'amélioration. À droite, au fond, vous avez le futur. Toute la capacité, c'est une vue d'ensemble des 103 programmes ou projets en cours à l'heure actuelle en Europe. Le mur que vous ne voyez pas, c'est le business wall. C'est là où nous avons des réunions d'équipe pour voir tous les problèmes de P1, de P2, après les revues d'action, les rappels, l'analyse des rappels. C'est une réunion à laquelle j'assiste tous les matins avec mon personnel pour être sûr que nous maîtrisons l'ensemble des enjeux auxquels nous sommes confrontés au jour le jour. Donc, ça, vous pouvez faire ça. Vous pouvez appeler ça la salle du mur, la salle du rail. C'est une sorte de hub central où toutes les activités se déroulent. Je reviendrai d'ici quelques secondes. Ça, c'est une image pour les services infrastructures, les services techniques. Ce qu'on a maintenant, ce n'est pas simplement le système d'Obaya. On a aussi un concept d'Obaya sur toutes les autres fonctions. Comme je disais au départ, au début, c'était pour le départ de service au LBI, et maintenant, on l'a répliqué sur toute l'entreprise. Ça, c'est une image du mur, donc qui est encore plus large en grandeur nature. Ce qui est important, c'est que ça, c'est comme un double clic de l'information qu'on peut avoir sur l'Obaya. Un exemple simple serait pour le budget, par exemple. On a des cibles d'être à plus ou moins 1% ou 2% par rapport au budget. J'ai les chiffres agrégés dans le principal Obaya, et quand vous allez sur cette page-là ou ce mur-là, vous aurez le budget du service lui-même. Ce qui est intéressant, parce que c'est visible pour tout le monde. Donc, tout le pouvoir de la gestion du visuel, c'est bon pour tous les employés, pour l'équipe, et ça, je vous en donnerai d'autres exemples par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on a pu apprendre en essayant d'élargir la réussite initiale sur notre système Obaya? C'est comment diffuser ça, contaminer le reste de l'entreprise. On a fait un pilote dans le service LBE, et on s'est dit que ça serait fantastique si tout le reste de l'entreprise puisse adhérer. N'oubliez pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la réalité. En réalité, tout le monde est très occupé, personne ne veut passer du temps sur autre chose. Vous savez, ça vient d'où ce truc-là? Donc c'était très difficile pour nous de convaincre les autres
d'élargir ce concept au reste de l'entreprise. Et pour y parvenir, on a fait quelque chose qui a très bien marché pour nous, en tout cas, c'est un déploiement stratégique et le coach de Lean nous a aidé à voir comment appliquer la stratégie en ramenant ça à des métriques mesurables pour l'ensemble de l'organisation. On avait le coach de Lean, c'est lui qui gère un certain nombre de sites externes. Moi, et donc, lui, il nous présente un certain nombre d'outils, par exemple. C'est pas Fred Mason qui est là, qui vous raconte ce qu'il va faire. Non, on inclut les personnes dans le processus. Ça n'a pas toujours été facile. Et ce qui se passe au bout du compte, c'est qu'on s'est retrouvé à développer un plan stratégique, un business plan, et les buts, les objectifs pour l'équipe sur l'année. Et au fur et à mesure qu'on développe, là on a fait avec Léon Deras, on a eu un mur qui était c'était au début la personne la plus résistante. Il a dit, moi je ne rentre pas là-dedans, je ne vois pas l'intérêt. Et on a fait des examens mensuels et c'est lui qui a l'organisation la mieux gérée parce qu'il a pu changer d'avis et adopter les avantages de l'OBAR et de cette gestion visuelle. Donc, quand on parle de système et écosystème, on voit tout le monde semble parler d'écosystème, donc on se dit on va parler d'un écosystème d'exploitation, d'opération. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand vous avez l'OBAIA et ces informations qui sont affichées au mur, il faut avoir un moyen structuré d'utiliser ces infos. Alors on s'est dit, bon, on va réfléchir et qu'est-ce qu'on fait quand on partage ces infos? Qu'est-ce que ça revient chez Nike, comme beaucoup d'autres entreprises, on a cette culture de la réunionite. Vous savez, on passe son temps à se réunir. Donc on s'est posé la question. Quel type de réunion qu'on a? Qu'est-ce qu'on partage comme information à l'occasion de ces réunions? Si on échange des informations dans ces réunions et que l'on ne retrouve pas dans l'OBAIA, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est dans l'OBAIA, ou alors on ne devrait pas les partager, parce que les informations qu'on partage avec les équipes business, ça devrait être lié à notre stratégie générale. Le reporting, on fait tout un tas de rapports, etc. On fait aussi des examens des rapports. Et qu'est-ce qu'on rapporte comme information? Pourquoi les gens devraient retrouver ces informations en dehors de l'OBAIA? Les matrices, c'est un autre domaine où la société passe beaucoup de temps à collecter, rassembler des données pour montrer pour avoir des métriques. Donc on a limité ces métriques à une poignée. Dans l'OBAIA, on a 6 métriques qu'on gère, par lesquelles on gère la technologie en Europe. Et puis au niveau le plus haut, en tout cas, il y a 6 éléments de mesure, si vous voulez. Alors, des normes flexibles. Ce qu'on a fait, c'est que on a fait une erreur à un moment donné. On s'est dit qu'en ayant des modèles et des normes, des standards, c'était la meilleure façon de procéder. On s'est rendu compte très rapidement qu'en fait, ça impose un joug sur la créativité. Vous savez, les gens chez Nike, ils ont besoin d'insuffler de la créativité dans notre travail. Donc il y a des zones de nos processus Lean où on a des normes, le même A3, mais on a évité d'imposer des modèles, parce que le danger, alors, de trouver un équilibre entre la bureaucratie et la marge de créativité pour les employés. Alors, le processus d'enseignement continu, d'éducation continue, on s'est rendu compte, par exemple, qu'à l'occasion de rencontres avec des éléments extérieurs, des fournisseurs, des nouvelles recrues, des clients, la première réaction qu'on obtient, c'est « ouais, ils sont un peu... ça leur coupe le souffle, ça vous sentez fort, là, vous avez fait un effort là-dessus. »
ça semble avoir un effet. Mais la réaction suivante, c'est que les gens vous disent « mais ça doit demander un gros effort ». Et en fait, la réalité, c'est en fait l'opposé. Donc il faut apprendre aux autres pourquoi on fait ça, quels sont les avantages de mettre en place cette OBAIA. Et sans doute l'un des meilleurs avantages qu'on a pu mettre en valeur, c'est que si vous restez fidèle à ce que vous avez mis dans l'OBAIA, que vous êtes vraiment convaincu que 80% des informations que vous voulez partager avec le reste de l'entreprise fait partie de cette OBAIA, si vous pouvez le maintenir à jour, là, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner beaucoup de temps pour se préparer à toutes ces réunions. Vous rendez le nombre de fois où vous allez faire des présentations PowerPoint pour une réunion ou pour une autre. En fait, c'est là qu'on fait la plupart de nos réunions. Nos réunions du comité de pilotage, les réunions des employés ont lieu là. Les comités de pilotage fonctionnels ou les directeurs fonctionnels des différents groupes et services se réunissent là. La raison, c'est que si on doit partager des informations avec eux, on ne veut pas avoir à refaire des présentations PowerPoint, mais dire voilà, c'est ça de ça qu'on veut parler aujourd'hui en mettant le doigt sur le mur. Et ça permet de présenter les informations fonctionnelles, mais aussi que pour la finance, voici le point ou de la situation. Et s'il vous faut savoir ça, parce que si ça ne vous impacte pas directement au niveau des financiers, ça va le faire indirectement. Il faut que vous le sachiez d'avance. Et avec cette OBAIA, ces informations affichées au mur vous permettent de le faire. Il y a d'autres avantages, mais par manque de temps, je suis obligé de les passer sous silence. Alors, la mobilisation, l'engagement au niveau business maintenant. Ce qu'on a pu voir dans notre périple, c'est qu'on commençait à créer des informations qui étaient plus alignées sur les organisations stratégiques de Nike Europe. Et nous, en tant qu'organisation informatique, on est un coût dans l'esprit de bien des gens, mais on n'est pas souvent considéré comme un partenaire égal avec les autres. Et ça crée, parfois, on nous regarde avec un peu de tension. Et donc, il fallait trouver un moyen d'établir une passerelle avec le reste de l'entreprise. Et pour cela, on a fait un changement organisationnel. On a créé une nouvelle fonction qu'on appelle le directeur technique fonctionnel. Une personne qui est sous ma responsabilité de haut niveau et d'un directeur informatique fonctionnel. Cette personne fait aussi au niveau de la supply chain, de l'organisation finance. On a un responsable RH aussi et ça permet de nous aider à établir une passerelle entre les différents services au sein de l'entreprise. Et parce qu'on commence maintenant à mieux comprendre ce qu'on fait au niveau business, et ça nous permet de savoir si ce qu'on a mis dans notre business plan était correct ou pas. Mais aussi on a assez de moyens de partager avec tout le monde des informations au quotidien ou la possibilité aussi de s'assurer que cette fonction soit mise à disposition d'autres fonctions. Et le nouveau défi, c'est que je puisse faire partie de l'équipe de direction Europe. On approche, mais on n'est pas tout à fait convaincu les dirigeants impliqués, mais on y travaille. Mais en tout cas, c'est un processus en cours qui permettra de faire un grand pas en avant, un changement structurel dont je suis convaincu qu'on n'aurait pas pu le réaliser sans la possibilité de partager les informations comme on le fait avec l'OBAIA. Donc, au bout du compte, il faut se demander pourquoi on fait tout ça. Quel est l'avantage, l'intérêt? Il faut avoir une proposition de valeur, il faut pouvoir se convaincre soi-même en tant que responsable de ce processus que ça a un intérêt pour nous. Je vais vous montrer 4 transparents de plus d'éléments de mesure. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais on verra. Et pour vous donner une indication du type d'information qu'on
gère et qu'on partage avec le reste de l'entreprise. Premièrement, c'est ce qu'on appelle « Est-ce que vous recommanderiez un ami ?» On pose une question à chaque employé. C'est « Est-ce que vous recommanderiez à un ami de travailler chez Nike Technology Europe, oui ou non ?» Deuxième question qu'on pose, c'est il faut que les gens mettent un commentaire. Parfois, ils tapent à la barre d'espacement, mais on leur demande de dire est-ce vous êtes satisfait de ce qu'on fait ou pas, et ils répondent oui, et on leur demande, et s'ils disent non, on leur demande pourquoi. C'est très simple, pour nous ça fonctionne, et certains ont objecté à l'utilité de la chose, mais ça fonctionne. En tout cas, au début, on était à 69%, on voulait arriver à 75%, et maintenant, en fait, on se trouve à 82% de réussite. Et on a augmenté le taux de participation au questionnaire, parce que c'est un questionnaire très simple. Et l'une des choses dont on est convaincu avec ces scores élevés dont on a pu se targuer, c'est que là, vous voyez, le mur en arrière-plan, en fait, c'est dans la cafétéria. Et en fait, les informations que ça nous fournit à travers cette enquête, on le partage avec tout le monde mensuellement. On a tous les un jeudi par mois, on se réunit debout avec du café, quelques petits trucs à grignoter, et on échange avec eux. On leur dit où on en est au niveau de la formation, combien on a pu exécuter, qui au niveau fonctionnel travaille sur ces métriques de formation. On échange avec tout le monde, on partage par exemple les objections qui ont été formulées, et on fait cette réunion sur une base mensuelle. Autre domaine, sur les budgets, on a vu qu'il y avait des opportunités d'améliorer nos budgets dans différents domaines. Donc, on voulait maîtriser les budgets de téléphonie mobile pour le siège, et voici ce qu'on a réussi sur l'année dernière. On a une équipe à 3 qui a étudié un peu les coûts mobiles, et parce qu'on a vu que le data roaming nous coûtait très cher, et en changeant la manière de communiquer avec les employés, en fournissant des informations aux employés jusqu'au niveau le plus haut, on a pu réduire notre coût de téléphonie mobile de 60%. Et croyez-moi, on partait d'un chiffre très élevé. Je ne peux pas partager l'information de manière transparente avec vous, mais croyez-moi, c'était un beau paquet. Donc, une belle réussite. Et Agile, j'en parlais avec Marielle hier. Je ne prétends pas être un expert de l'Agile, mais on utilise dans certains sites de l'Agile depuis plusieurs années, et j'ai demandé à un site de me dire quels étaient les intérêts. Alors, par exemple, dans le centre de distribution, ils ont vu qu'il y a une réduction de près de 30% des incidents post-mise en œuvre à travers la mise en œuvre de la méthodologie Agile. Et pour finir, le retour sur investissement, donc 2136%. Je pense que c'est un chiffre qui parle. Si chacun de nos projets venait à ce type de résultat, je suis sûr qu'on en serait tous contents. Alors, lorsqu'on a lancé l'Obaya et qu'on a commencé à poser, à dire aux employés de nous dire ce qui se passait sur leur projet, ils ont mis ce chiffre ils ont affiché, et j'ai cru que c'était une plaisanterie. Non, c'est ce que le calcul nous donne. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de raisons pour lesquelles les gens ne savaient pas si les projets avaient un retour sur investissement, ils n'étaient même pas au courant. Donc, on a laissé
ce chiffre affiché. Et en fait, on a pu visualiser ça sur le mur. Et pour tous les employés, on faisait des examens. Lorsque ma direction aussi venait dans la salle, on affichait ce chiffre et on disait, voilà, il est clair que lorsqu'on voit en termes de réalisation des bénéfices, on ne fait pas des très bons résultats, mais la manière aussi dont la société nous rend responsables d'obtenir des résultats sur les projets, c'est pas super. Bon, là, le chiffre a changé, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais si vous venez nous rendre visite, vous verrez que chaque projet, en tout cas, a un retour sur investissement qui lui est associé et qui est dans le domaine de ce qu'on appellerait normal. Alors, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas chez Nike, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est un super slogan, c'est vrai, mais c'est en tout cas quelque chose qui fait qu'on court toujours, si je peux dire, et qui est tout à fait applicable au voyage auquel on prend part. C'est un voyage réellement, je n'ai aucune idée à l'heure qu'il est, si ce qu'on a fait c'était bien ou pas. Et j'en parle avec Steve tout à l'heure, c'est comment en tant que leader d'une équipe, d'une organisation, comment savez-vous que vous faites les bonnes choses? À quoi ça ressemble la réussite? C'est difficile de le dire d'une société, d'une entreprise à l'autre, ça peut changer. En tout cas, ce qui m'inspire, c'est que nous avons un processus en place qui a un beau suivi et qui semble réussir et que pour moi, je ne vois pas de ligne d'arrivée. Je pense que l'on va continuer de courir sur cette route. Merci.